Allez, c'est parti pour le dernier épisode de cette série de podcasts consacrée à l'apprentissage et au développement de la mémoire. Et j'ai le plaisir, cette semaine, de recevoir à nouveau, pour la deuxième fois sur mon podcast, c'est le premier invité qui passe deux fois chez moi, donc de recevoir Monsieur Pierre Dufraisse, qui est un ami à moi et qui est une personne pour laquelle j'ai beaucoup d'admiration. Pour son travail, pour sa personne, pour ses valeurs et pour sa philosophie de vie. Peu importe, ce n'est pas le sujet. Par contre, ce qui est le sujet ici, c'est qu'avec Pierre, ce qui est génial, c'est qu'on parle constamment, donc en off et devant vous, de sujets dont personne ne parle. Et donc de sujets qui, moi, typiquement, m'intéressent beaucoup et que je veux vous partager tout simplement. Et donc là, nous allons parler tout simplement de la mémoire, de l'apprentissage et de leur lien avec le sommeil, la nutrition et également une stratégie très intéressante créée par un expert en théorie du chaos. Bref, que des sujets qui me passionnent, que des sujets que je vous transmets chaque semaine au travers de mon podcast, et donc que des sujets qui, je pense, vont vous intéresser. Donc je vous laisse dès à présent avec Pierre et moi pour ce troisième et dernière interview. Eh bien, bonjour Pierre. Salut Jérémy. Heureux de t'avoir à nouveau sur le podcast. Ouais, je suis très content aussi. Alors pour l'instant, tu es la seule personne qui est passée deux fois sur le podcast, pour Oh, information. je suis honoré, vraiment, vraiment. Un privilège. En même temps, c'est un privilège de t'avoir également de mon côté, pour être transparent avec toi, parce que j'aime beaucoup ce que tu fais, Merci. notamment sur Verisme TV, sur ton podcast maintenant aussi, et également sur tes nombreuses formations, dont on a parlé juste avant le début de l'enregistrement. Donc je ne peux que conseiller les gens qui nous écoutent actuellement de suivre tes formations. Je mettrai des liens en description du podcast, bien évidemment. Merci. Merci. Alors, Pierre, je t'ai sollicité dans le cadre d'une série de podcasts, comme j'ai pu te le dire, sur tout ce qui était apprentissage et mémorisation notamment. Et je voulais à tout prix t'avoir sur le podcast pour une raison qui est simple, c'est que tu es la seule personne avec qui, comme j'ai pu te le dire précédemment également, je peux parler de méthodes un peu presque secondaires pour les personnes, mais qui pour moi pourtant sont au centre de l'apprentissage, de la performance et de la mémoire. Des méthodes telles que l'alimentation, telles que également le sommeil, très important, beaucoup de personnes négligent leur sommeil, pourtant c'est à la base de tout. Également telles que la respiration, le sport et j'en passe. Donc j'aimerais avec toi aborder peut-être pas tous ces sujets, mais une partie des sujets ensemble aujourd'hui pour montrer un peu aux personnes et aux personnes qui nous écoutent comme quoi la mémoire, ce n'est pas qu'une question d'outils, de méthodes et de hacks, mais c'est beaucoup plus large que ça. Et pareil pour l'apprentissage. Donc déjà, pour commencer, Pierre, première question à te poser. Comment toi, tu gères tes connaissances? Parce que très clairement, je suis bluffé par rapport à tes connaissances sur le corps humain. Après, forcément, tu prépares tes vidéos, tu prépares tes podcasts, t'es un peu... Non, tu prépares rien. D'accord, tu me fais non de la tête, donc je suis encore plus bluffé. Donc comment toi, tu gères tes connaissances? Est-ce que tu as un système, une méthode de prise de notes, des outils particuliers, des logiciels? C'est que du papier, c'est que de tête? Est-ce que c'est la passion uniquement qui te guide? Donc voilà, première question. Tu as donné toutes les réponses, en fait. Tu sais, on pose souvent cette même question à Idriss Barkane. Oui. Le type, il te sort tu vois, on a tourné une formation ensemble sur la boxe. Il peut te sortir toutes les dates de naissance, les anecdotes de tous les grands boxeurs du siècle dernier, etc. Et puis après, il te parle de poésie. Et puis, il a encore plus de connaissances. Et puis, il te parle de rap. Et puis, il fait du rap. Tu vois. Et puis, le hip-hop aussi, il gère. Puis après, il te parle de géopolitique. Il dit, mais ça s'arrête quand? Quand est-ce que ça s'arrête tout ça, tu vois. Et en fait, il te dit, quand tu lui poses cette question, il dit, mais il faut toujours faire les choses par amour, en fait. Il faut que tu aimes la chose. À partir du moment où tu aimes la chose, tu vas tout retenir. Si on parle de One Piece, comme nous, on adore ce manga, Mhm. par vraiment passion, moi, ça fait 20 ans que je lis ce manga. Euh, Moi, quand je pars avec le cœur. Donc, je retiens les informations. Quand je vais lire un chapitre, je vais retenir les informations parce qu'il y a une émotion qui est associée à ça. Mhm. Si on prend le système scolaire actuel qui essaie de nous faire rentrer des informations de force dans la tête, encore une fois, pour citer Idriss, l'apprentissage, ça peut être un paradis comme un enfer. Et il compare ça à un banquet. Un banquet, ça peut être un paradis, tu vois, tu peux choisir les meilleurs aliments, tu as du choix partout, tu peux prendre ceux qui te plaisent vraiment. Ou bien ça peut être un enfer si on te force à tout manger. C'est-à-dire, vous voyez le banquet devant vous là? Ben, vous devez tout manger. Ad nauseum, vraiment jusqu'à en vomir, il faut que vous finissiez tout. Ça, c'est l'école actuellement. C'est-à-dire, on va te proposer toutes les matières. Il y en a que tu vas aimer, il y en a que tu vas détester. Il y a même à l'intérieur des matières que tu aimes, il y a des choses qui ne vont pas te passionner.
Mhm. on va tout te faire rentrer de force dans la tête. Et avec cette manière-là d'apprendre, oui, clairement, ça marchera jamais. Ça marchera jamais, tu retiendras pas les infos. Le truc, c'est que moi, je gère mes informations. Ben, je vous parle pas de golf, je vous parle pas de maçonnage, je vous parle pas de quoi, de menuiserie, parce que tout ça, ça m'intéresse pas. J'y connais rien. Je vous parle de physiologie parce que tous les matins, je lis mes bouquins de physiologie. C'est-à-dire que il est derrière moi, en plus, il est là le marié pour vous Mhm. n'aurez pas la vidéo, mais c'est pas grave. Ah non, il est pas, tiens. Ah si, il est là. Sacré bouquin d'ailleurs, oui, qui pèse son bon kilo, je dirais, Mais voire oui, mais plus. c'est mon bouquin de chevet, c'est ma Bible, quoi. C'est-à-dire, quand je le lis tous les matins, je me régale. Et je dis, ah ouais, ça c'est super et tout. Puis je surligne, etc. Ce qui fait que, par passion, je vais retenir les choses parce qu'il y a une émotion vraiment d'amour derrière ça qui va être cachée et qui va engrammer, qui va faire que mon cerveau va intégrer tout ça derrière beaucoup plus facilement. Ce qui fait que quand je vais faire une vidéo derrière, j'ai pas besoin de la préparer. Je fais jamais une vidéo d'un sujet que je ne maîtrise pas parfaitement. Mhm. Et quand on est thérapeute, moi j'ai commencé comme thérapeute, maintenant je suis préparateur physique et mental. Euh, c'est vrai que on fait fait du présentiel comme voilà, ce mot est rentré dans Oui, le avant c'était le langage distanciel courant. qui était un peu atypique, maintenant c'est le présentiel qui est devenu hors norme en quelque sorte. C'est ça. On répète beaucoup de choses. Oui, On répète beaucoup de choses. C'est-à-dire que toute la série du système hormonal, toute la série des neurotransmetteurs, du fonctionnement du cerveau, quand je le fais en vidéo, je l'ai répété des centaines de fois, je pense, mhm. dans des stages en un par un, en coaching, etc. Donc, c'est normal que ça semble évident, mais il n'y a pas de préparation. Voilà, je note pas avant pour une vidéo, etc. J'ai juste la structure dans ma tête, mais j'ai aussi Jean-Louis, mon tableau blanc, c'est des bullet points qui me rappellent à l'ordre aussi, qui structurent ma pensée. Donc voilà. Alors, comment je gère mes informations? C'est simple, je gère mon intégration d'abord. Euh, si tu as fait une série sur la mémoire, tout le monde a pu te dire, c'est bien beau le fait, l'acte même d'ouvrir un livre et d'essayer d'apprendre, mais ce qui est important, c'est la mémorisation, ça se passe la nuit, ça se passe au niveau de l'hippocampe, dans le cerveau surtout, la consolidation du passage de la mémoire à court terme en transformation en mémoire à long terme, c'est surtout dans la phase d'intégration euh, que ça se passe. Donc, j'ai toujours eu à cœur, j'ai bien compris ça, que si je voulais progresser en termes sportifs et en termes cognitifs, il fallait que je soigne mon sommeil. Tout à l'heure, tu as parlé voilà, d'alimentation, de respiration, on va parler de tout ça, je suppose, aujourd'hui. Euh, tout ce que je vais faire dans la journée vis-à-vis de ces actes-là, il faut toujours que ce soit réfléchi par rapport à mon sommeil, parce que la clé, c'est le sommeil. Ok. La Mhm. clé de tout ça, c'est le sommeil. Donc, dans la journée, pour raccrocher le wagon avec ta question, dans la journée, mes informations, j'y pense pas parce que je fais ce que j'aime. Voilà, je dirige, c'est l'un de mes curseurs, je fais ce que j'aime. C'est pas le seul, hein. C'est pas le seul. Mais cet amour de mes actions, c'est l'un de mes curseurs, une de mes boussoles. Et je soigne après, toujours, mon sommeil, mon cycle surtout circadien par rapport à la lumière du Ouais. soleil. Et tout ça fait que, bon, bah, ça rentre bien dans la tête, quoi. Donc tu t'exposes régulièrement au soleil toute la journée pour réellement te reconnecter au niveau de ton noyau suprachiasmatique et j'en passe. T'es pas Exact. uniquement devant les écrans toute la journée, enfermé chez toi, sans lumière naturelle. C'est même plutôt l'inverse, je pense. Ouais, je passe du temps à Hmm. l'intérieur et je passe du temps devant les écrans parce que, comme toi, on a digitalisé un peu nos Hmm. activités. Euh, Comme tu le découvriras dans l'intégration que tu as commencé, ma Mhm. formation, il y a vraiment un timing par rapport à la lumière du soleil qui est très, très intéressant et très important à respecter. C'est voir le lever et voir le coucher du soleil. Bien sûr. Ça informe le cerveau. Ça, c'est vraiment très important. Et à partir du moment où j'ai respecté ça, même avant de le savoir, parce que bon, voilà, c'est un conseil de grand-mère aussi. J'ai commencé à faire ça quand j'ai commencé à prendre en main ma santé. Euh, le sommeil, c'est tout de suite régulé. Et ça, c'est très important aussi pour la régulation de la glycémie sanguine par le cortisol. C'est directement impacté par tout ça. Le corps, il a qu'une seule rétine. Enfin, on n'a que deux rétines. On n'a que les yeux qui ont vraiment des capteurs à photons. Tout le reste du corps, hein, il capte pas les photons. Hein. On a vraiment que la rétine. Et je dis ça parce qu'il y a une étude qui était sortie dans le Lancet, mais qui a été rétractée,
une étude où on voulait voir justement si le corps réagissait à la lumière autrement que par les yeux. Mhm. Donc, on avait placé des gens dans l'obscurité et avec une toute petite lumière sous le genou. Et il disait, ouais, ouais, ça stimule le corps. Apparemment, le corps capte la lumière, même si c'est pas par les yeux. Et en fait, l'étude a été rétractée, c'est pas vrai. Il n'y a que le fond de la rétine qui a des neurones à mélanopsine, des Mhm. ganglionnaires voilà, qui sont capables de transformer l'énergie lumineuse, c'est-à-dire les photons, en énergie nerveuse, c'est-à-dire un courant, un potentiel d'action au niveau des neurones, un courant électrique, quoi. Et après, comment le corps il communique à l'intérieur de lui à travers toutes ces cellules, c'est par la température corporelle. Voilà. Et c'est cette température corporelle qu'il faut bien comprendre pour placer les expositions au soleil. Après, ça n'a rien à voir avec le fait de s'exposer au soleil pour avoir de la vitamine D, tout ça, etc. Mais là, il y aura plein de bénéfices aussi. Mais vraiment, le lever et le coucher du soleil, c'est important d'être dehors à ce moment-là. Parce que je dis voir la lumière du soleil, mais ça ne veut pas dire regarder le soleil voilà, en direct. Hein. Évidemment, ça c'est dangereux, il faut faire attention. Mais même s'il y a des nuages, même si c'est couvert aujourd'hui, qu'il fait pas beau, le fait d'être dehors et pas à travers une vitre, d'être dehors à ce moment-là, couché au lever du soleil, c'est hyper important pour tout ça. Voilà. Dans tous les cas, on est fait pour vivre dehors. On a vécu dehors durant des milliers et des milliers d'années, voire des centaines de milliers d'ailleurs, pardon. Et aujourd'hui, on est enfermé toute la journée. Je pense aux étudiants qui révisent en bibliothèque toute la journée enfermés, qui n'ont pas de lumière. Et je Ouais, pense que ces gens pâtissent beaucoup justement du manque d'exposition à la lumière parce que le sommeil forcément en est impacté. Et en plus, par votre conséquence, ils consultent les écrans jusqu'à tard le soir avec de la lumière bleue qui vient justement inhiber la production de mélatonine, qui vient donc retarder l'heure du coucher, donc décaler le rythme circadien, qui vient également entraver la qualité du sommeil et également entraver les cycles du sommeil. Et justement, de ces cycles, ce serait cool qu'on puisse en parler tous les deux ensemble, notamment le cycle REM, qui est la phase d'intégration par excellence, en tout cas au niveau du cerveau et de la connaissance. Et également, pourquoi pas les autres cycles, si jamais tu as le temps d'en parler et si tu as envie d'en parler avec moi. ouais, ouais. C'est assez connu, hein, les profondeurs du sommeil qu'on va atteindre, des cycles plus ou moins 90 minutes où le sommeil, on va varier en fait entre les phases de sommeil profond et les phases de sommeil léger, comme on dit pour dire les choses simplement. Le REM, donc Rapid Eye Movement, je me rappelle quand on était enfant, moi ça me faisait des rires. Je regardais quelqu'un dormir et je voyais sous les Oui. paupières, ça bougeait, ça allait vachement vite. Il est en Qu'est-ce train qui se de, passe? Il convulse. il est en train de dormir, il fait semblant de dormir, tu sais, on pensait qu'il faisait semblant, tu vois. Puis la personne, on l'a réveillé, il dit, ah, tu m'as réveillé. Et, et en fait, oui, c'est là où il se passe plein de choses. Euh, c'est sommeil léger, c'est sommeil profond. Il faut savoir que les premières heures du sommeil, c'est vraiment celle à soigner. Et c'est pour ça que je vais encore répéter qu'il faut se coucher tôt, en tout cas non loin du coucher du soleil. C'est que c'est dans ces grosses phases où les vagues, les ondes cérébrales sont énormes. Euh, il y a vraiment la production d'hormones de croissance qui est la plus importante. Mm. Et l'hormone de croissance, elle ne sert pas à faire uniquement grossir les muscles des bodybuilders. Elle sert à toute l'intégration, finalement, des informations, la nouvelle plasticité neuronale, euh, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on essaie d'intégrer dans le corps de nouveau, sauf vraiment au sens le plus large du terme, c'est-à-dire au sens de l'information, c'est médié par cette hormone de croissance-là qui est sans doute la plus puissante du corps. Donc, c'est voilà, l'hormone anabolisante par excellence, c'est le début du sommeil. Donc, il faut soigner tout ça. Euh, après, voilà, je ne sais pas ce que tu veux dire de plus par rapport au sommeil. Je pense que une certaine podcasteuse en parlera mieux que nous. Tu en connais tous les deux. Moi Voilà, un peu c'est plus que toi. En sans tout cas, doute. j'espère. Si par rapport, ce qui est intéressant, beaucoup de personnes disent que par rapport au cycle pardon, REM, on se rejouerait les événements de la journée en accéléré dans le cerveau. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, ça c'est super, super intéressant. Ça a été vu sur des rats à la base qui traversaient un labyrinthe de mémoire, et comme quoi les rats justement, qui n'étaient pas privés de ce cycle-là rejouaient le chemin en accéléré, et donc il intégrait beaucoup plus rapidement. Pour les jours suivants, il repassait le test du labyrinthe, contrairement aux autres rats qui eux étaient privés de cycle REM. Hmm. C'est Matthew Walker dans Oui. son livre Why We Sleep Hmm. qui explique ça et c'est vrai que c'est passionnant. Alors, euh, moi, je l'avais entendu une première fois dans un podcast où il était invité et bah, c'était chez Rhonda Patrick, je pense. D'accord. Enfin, où justement il disait que ça fait comme une musique.
Ça est répété en rapide. C'est tous les événements de la journée. Alors ça, c'est super intéressant, hein. Donc, faut comprendre que justement, ce qu'il explique, c'est qu'il répète les événements, certes, mais le cerveau, il est toujours dans une optique de survie. Mm. Donc, il répète les événements qui se sont passés dans la journée, ok, mais c'est pour mieux inhiber et laisser de côté ce qui n'a pas marché et garder ce qui a marché. Idem pour dans, dans l'apprentissage moteur et dans l'apprentissage théorique. Dans l'apprentissage moteur, je suis passionné de ça parce que voilà, tous les deux on est sportifs, on aime aussi voilà, tout ce qui est motricité corporelle Mm. et apprentissage nouveau. Je me satisfais très peu des mouvements que j'ai actuellement. Je suis toujours en train d'essayer de tester de nouvelles choses et d'apprendre des nouveaux mouvements, voilà, de la coordination, etc. Et pour ceux qui ont vu, qui aiment la préparation physique, il y a Franz Bosch, qui est l'un des plus grands préparateurs physiques, qui fait correspondre en fait la force. Il dit c'est uniquement une histoire de coordination. Coordination intermusculaire aussi, coordination du système nerveux. Bref, c'est est-ce que tout est allumé au bon moment? C'est ça qui donne la force. Donc, apprentissage moteur, si vous faites, voilà, vous êtes totalement débutant dans l'apprentissage d'une nouvelle motricité, par exemple, on va prendre le lancer au tennis. Donc, je lance ma balle. Au début, voilà, vraiment, je me mets dans la posture du débutant. Alors, ce qu'on veut, c'est créer un maximum de plasticité cérébrale, plasticité du système nerveux. C'est-à-dire, on veut forcer le système nerveux à créer des nouvelles connexions, des trucs, défricher des terrains qu'il n'a jamais défrichés. Là, il y a plusieurs choses à respecter. Tout d'abord, il y a deux émotions. Normalement, la plasticité, là où elle est la plus haute, vraiment, dans la nature, c'est-à-dire là où le cerveau va vouloir tout changer, c'est si on joue notre vie. Notre vie est en jeu. Ça se comprend, c'est logique. Bon, c'est difficilement, euh, c'est difficile de le mettre en place de nos jours, hein, de mettre sa survie en jeu comme ça. Donc voilà. Par contre, il y a une autre sensation, c'est la frustration. Pour que ce soit frustrant. Plus c'est frustrant, plus c'est chiant, plus ton cerveau va avoir envie de créer de nouvelles connexions. Donc, euh, ces deux émotions-là, donc en particulier la frustration, et le nombre d'essais-erreurs par unité de temps. Il faut, pendant, par exemple, vous apprenez le service au tennis, vous avez 20 minutes, il faut qu'en 20 minutes, vous fassiez le maximum d'essais possible. Et donc des erreurs, hein, puisque vous n'allez pas y arriver, vous allez essayer, ah, ça va passer une fois sur 100, deux fois sur 100, bon, voilà. Donc c'est un maximum. Et après ça, après vos 20 minutes, ou après votre demi-heure, ou peu importe le temps que vous avez pratiqué, le thalamus, il va aussi faire la même chose un peu que pendant le sommeil. Euh, Thalamus et hippocampe. Euh, Juste après, il faut être immobile. Il ne faut rien faire. Il ne faut pas passer à autre chose. Il faut s'accorder 10 minutes de zone. Je m'allonge, je fais rien, ou je respire, ou je me mets en méditation. Voilà. Parce que pendant ces prochaines minutes-là, qui succèdent juste à cet apprentissage moteur, nouveau en tout cas, le cerveau répète, mais en sens inverse. C'est-à-dire tout à l'heure, dans le sommeil, on disait il répète dans la journée, mais dans le même sens. Là, il va répéter ce qui vient de se passer, mais en sens inverse. C'est-à-dire il va commencer par l'événement le plus tard, et il va remonter chronologiquement ce qui vient de se passer, en répétant uniquement ce qui a marché. C'est génial, ça. Donc c'est vraiment, on se dit, c'est fou. Alors, le meilleur moyen de court-circuiter ça, et de ne pas d'apprendre le service au tennis, de lancer en tout cas une balle au service au tennis, ce serait de passer à autre chose. Ce serait de regarder son smartphone, ce serait de passer une autre activité, ce serait de boire un café, ce serait de faire une douche froide, ce serait de provoquer voilà, un courant électrique dans le corps qui fait comprendre qu'il y a il y a autre chose qui se joue et qu'il faut faire autre chose. À l'inverse, ça c'est pour un apprentissage moteur. Pour un apprentissage théorique, et ça je l'explique dans l'intégration, c'est la stratégie complètement inverse. C'est-à-dire, vous venez de lire un truc, par exemple, je viens de sortir mon bouquin de physio, et je viens de lire un chapitre que je ne connaissais pas du tout. C'est-à-dire vraiment un chapitre qui me demande de la réflexion. Il a fallu que je prenne des notes. Vraiment, ça me dit, ah ouais, ça je ne savais pas, etc. Machin. Là, par contre, une fois que je termine mon apprentissage uniquement théorique, hein, pas moteur, si je place
une douche froide, si je place, peu importe, un exercice physique intense, en fait, si je fais sécréter les catécholamines par mes glandes surrénales, à Mhm. savoir noradrénaline, adrénaline, etc., ça va figer les informations qui viennent de rentrer en moi. C'est-à-dire, mon corps, il va se dire, ah, là, il s'est passé un truc vraiment important. Donc, il faut que je garde ces informations-là. Parce qu'on passe en mode survie juste après. Ouais. On se souvient tous, je pense, d'où on était, comment on était habillé, au moment où on a reçu une nouvelle extrêmement importante, bonne comme mauvaise. Le jour où tu as, je sais pas, où tu as su que ta compagne était enceinte, je pense que tu t'en souviens, le moment où Bien comment sûr. tu l'as su, comment tu l'as appris. Voilà, c'était une émotion tellement forte que le corps dit, oh, alors qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise, l'émotion, pour le corps, c'est pareil. Il va réagir de la même manière. Il va sécréter certains neurotransmetteurs, certaines hormones, etc. Mais parce que pour lui, il va se dire, bon là, il y a peut-être notre survie qui est en jeu. En tout cas, c'est très important. Donc, il faut que je retienne l'information. Et généralement, on se souvient très bien voilà, que le 11 septembre, quand il y a eu les attentats, dans quelle situation on était, si on était en voiture, si on était chez soi, comment on était habillé. On se souvient des détails. Donc, si vous voulez apprendre euh, une nouvelle chose, un poème, si vous voulez apprendre quelque chose de nouveau, uniquement théorique, mais pas moteur, et ben figer l'information avec un choc derrière, une douche froide, un bain froid, que sais-je, un truc qui secoue comme ça. Alors qu'on fait tout le temps l'inverse. Les gens, ils boivent 3 cafés avant le travail, Mhm. ou avant, ils se disent, je veux me mettre dans un état d'alerte avant, comme ça, je vais bien apprendre. Non, non, non. Là, il va y avoir un bruit de dopamine, c'est-à-dire dans le bruit trop fort, on va pas entendre l'information importante. Il faut que ça éclaircisse comme une pincée de sel dans l'alimentation, comme un tout petit peu de poivre. Il faut que ça sorte, il faut que ça pop. Et si ça pop pas et qu'il y a un bruit de neurotransmetteurs qui est déjà très élevé, le corps ne va pas retenir. Donc voilà, moi c'est comme ça que je fais pour traiter mes informations. J'essaie toujours d'analyser d'abord mon état d'esprit. Est-ce que je navigue déjà dans le bruit d'une trop forte activité cérébrale, c'est-à-dire je me réveille, je suis déjà plein d'adrénaline, il y a des mauvaises nouvelles la veille, il y a j'ai déjà le petit vélo qui tourne dans la tête. Là, je sais que l'information ne va pas rentrer. Je suis en trop plein et je suis pas dans le bon état d'apprentissage. Euh, J'explique aussi dans l'intégration, c'est une forme le cerveau utilise la dopamine et certains neurotransmetteurs, et certains récepteurs à la dopamine pour avoir deux circuits qui s'appellent le go et le no-go. Mhm. C'est-à-dire le go, c'est pour rentrer dans l'action. Le no-go, c'est pour inhiber l'action. Il faut être dans le sweet spot, comme disent les Américains, c'est-à-dire être bon à la fois pour dire OK au passage à l'action, mais être bon aussi à savoir inhiber les actions inutiles. Et l'apprentissage inutile aussi. Et si je suis en état d'alerte très fort, encore une fois, parce que j'ai bu 25 cafés, c'est pas mon cas, mais ou que j'ai une mauvaise nouvelle, ou peu importe, je vais être très fort dans le go et très fort dans le no-go. C'est-à-dire que je vais être très mauvais à choisir la bonne action et très mauvais à inhiber les mauvaises actions. Et ce qui fait que les informations ne vont pas bien arriver en moi. Donc ça passe toujours par l'étude de son propre état nerveux d'abord, dire bon là, est-ce que je suis prêt à faire un apprentissage théorique, à faire un apprentissage moteur? Et si ce n'est pas le cas, quels sont mes outils pour me réaligner? Voilà. Et en outil, tu ferais quoi justement? Méditation, cohérence cardiaque, respiration? Qu'est-ce qu'il y a comme outil justement si jamais t'es pas dans le bon instant présent, on va dire, hein, pour te former, mais que tu dois te former? Parce que tu as envie, parce que je sais pas, tu dois le faire, peu importe. Quels sont les outils que tu mets à disposition des gens justement pour leur permettre de switcher de mode? Mm. Ben, ça dépend voilà, donc de cet état d'esprit, mais imaginons que la personne arrive avec un état nerveux justement où c'est trop, voilà, et état d'alerte, arousal, comme disent les Américains, c'est voilà, max, c'est genre j'ai bu 25 cafés. Ok, donc le corps euh, il est toujours dans tu sais, c'est le principe d'énergie libre de Carl Friston, il est Hmm. toujours en anticipation des choses et en prévision de ce qui va se passer. Donc là, il y a une énergie non exploitée. Pour moi, c'est la définition même de l'anxiété, c'est-à-dire c'est une énergie accumulée en nous qui ne s'exprime pas. Et ben, il faut que tu lui donnes un canal pour qu'elle s'exprime. Donc, si la personne elle est en mode adrénaline puissance 20 000, euh, clairement, si c'est mon cas, mais que je sais que j'ai envie d'apprendre une nouvelle chose, ou en tout cas, demain,
il faut que, je sais pas, moi, j'ai un impératif et il faut qu'une nouvelle information, j'arrive à l'intégrer. Visiblement, je suis pas dans le bon état. Et ben, je vais exprimer cette énergie-là en faisant, allez, là, tu te dis 5 minutes, maximum de burpees. Mm. 5 minutes de faire un exercice physique hyper intense. Ça peut être des sprints, ça peut être de la corde à sauter, ça peut être un truc, mais en tout cas, ça va être très court, très intense pour libérer tout ça. Et une fois que je serai libéré de tout ça, ça va le faire. Ça peut être aussi, moi, le bain froid, ça peut être aussi une douche froide, ça peut être aussi un truc. Voilà, je vais canaliser cette énergie dans un acte puissant. Alors, à quelle hauteur doit être la puissance tout ça, c'est individualisé. Hein, la durée également aussi, mais quand vous cheminez depuis un certain temps, vous vous connaissez vous-même et vous savez à peu près sur comment jouer. La respiration peut aider aussi. Les respirations qui stimulent, de type Wim Hof, de type, voilà, il y en a plein d'autres. Hein, les respirations Kapalabhati, Vajrishka, des trucs qui sont, voilà, au niveau du diaphragme, on fait jouer vachement vite, etc. Ça peut être aussi une voie, euh, bien que voilà, le moteur, la motricité, pour moi, c'est quand même la voie royale. Bon, ça, c'était si j'étais en niveau max. Si je suis un tout petit peu trop, si je me dis, ouais, c'est pas parfait, hein, c'est pas parfait. La simple marche va aider parce que il y a ce qu'on appelle la vision flow, donc le flow de la vision. C'est-à-dire que quand tu marches dehors et que tu vois loin et que Oui. tu peux utiliser ta vision périphérique et que les objets passent et sur tes côtés, cette vision flow FLOW, hein, le flow américain, fait diminuer les taux de cortisol, fait redescendre le système nerveux en mode parasympathique. Ça, c'est prouvé et reprouvé. Le système visuel, c'est notre système de scan de l'environnement. Et tant que l'environnement n'est pas sûr, entre guillemets, et safe, eh bien, on va avoir de l'anxiété. Donc, si vous avez déjà de l'anxiété en vous, le simple fait de scanner gauche-droite diminue l'anxiété. Donc, vous utilisez votre vision périphérique, ou bien vous utilisez votre doigt, vous bouchez sur votre doigt, vous décalez et vous essayez de suivre votre doigt avec le regard et vous revenez devant, etc. Le simple fait d'utiliser sa vision périphérique calme le système. Donc, c'est bête à dire, hein. J'utilise plein de mots complexes, des trucs, voilà, mais si vous êtes un petit peu nerveux, sortez dehors, marchez 5 minutes, revenez, vous allez voir à quel point vous allez bien vous sentir, quoi. Et Ça, idéalement en pleine nature, je dirais également. Idéalement en pleine Pardon, nature aussi, je dirais. Au contact des pardon, arbres, des fleurs, comme ça, en même temps, on produit du GABA, qui est un bien sûr. régulateur également du système nerveux, donc ça va aussi tempérer un peu justement l'anxiété qu'on peut avoir en nous. Mais bien sûr, pieds nus, dans l'herbe, voilà. Oui. Si par contre, je suis en dessous, je me réveille, je suis comateux, dans le coltard, tout ça. Bon, bah là, ça va être autre chose. Je vais vouloir peut-être me stimuler d'une certaine manière, mais il faut que j'y aille tranquillement et parce qu'il faut pas non plus que je me mette en mode guerrier, quoi. Hein. Parce que sinon, en mode guerrier, les informations, encore une fois, ne rentreront pas. Mm. Donc là, la respiration, pour moi, c'est assez royal. Et ça, c'est souvent le matin. C'est-à-dire que le matin, je me réveille, je suis énergétique. Si j'ai envie, je peux faire n'importe quoi parce que je dors bien, etc. Donc, si j'ai envie de faire du sport, je fais du sport. Si j'ai envie d'étudier, j'étudie, etc. Donc, pour moi, c'est très facile là d'être dans le détail et dans la finesse. Et là, la respiration, c'est royal. Parce que là, ça peut vraiment affiner les choses. Je peux voir que des rétentions à poumon plein vont me solidifier, me structurer. Et ce qui structure ma posture, structure ma pensée. Mhm. Donc, rétention à poumon plein, ça vous rend fort. Vraiment, on se sent fort. Donc, on gonfle les poumons, on bloque, d'un coup, on se tient droit, on se sent bien, et les pensées aussi vont dans le même sens. Ça, pour moi, ça me suffit. Si par contre, je me réveille le matin et je suis vraiment crevé, vraiment au bout du rouleau, euh, là, je vais pas forcer la chose. Je vais faire euh, je vais utiliser le mode d'action où la plasticité est au niveau zéro. C'est-à-dire une nouvelle connexion, etc., niveau zéro. Pour toi, ce serait quoi, ça? Moi, le matin, à rien faire, tu veux dire? Vraiment au niveau zéro? Ouais. Euh, Là où la plasticité du cerveau est zéro, c'est-à-dire il n'y aura pas de nouvelle connexion. Le cerveau ne va rien changer. Moi, typiquement, toi, si je suis HS un matin, si j'ai pas le courage ou autre, etc., c'est me plonger dans un manga, dans une bande dessinée ou autre, où typiquement, j'ai rien à faire. Je savoure, en fait, je fais ça tous les soirs naturellement, parce que moi, j'ai un gros rituel dans ma journée. C'est commencer ma journée par de la formation. Déjà de la lecture, après des formations qui sont visuelles, les tiennes par exemple en ce moment. Et le soir, c'est finir par un manga, par une bande dessinée ou par un roman vraiment sans prise de tête.
Et effectivement, ça cadre ma journée. Parce que si je lis à l'inverse un roman le matin, ça va pas me réveiller intellectuellement parlant, alors que c'est là que j'ai un pic de cortisol, de l'énergie et de la motivation en général. Si mon fils a fait ses nuits, bien évidemment, autre sujet. Et le soir, par contre, j'ai besoin justement de faire un blackout. Arrêter complètement et lire quelque chose où je peux lire sans lire, toi. Où je suis plongé dedans, comme ça, je défile et j'ai zéro connexion, j'ai zéro effort, je ferme, je dors. Donc pour moi, Exactement. c'est ça, tu vois. Ouais. Tu as tout dit. En fait, le cerveau, il cherche toujours à savoir, comme on disait tout à l'heure, le principe d'énergie libre, il cherche toujours à savoir comment il va ressentir les choses dans les prochaines microsecondes. Mm. En fait, il veut savoir le DPO. En anglais, ça veut dire Duration Path Outcome. Donc, c'est-à-dire la durée, le chemin à emprunter et le résultat que ça va donner. Il cherche toujours à savoir ça. Si vous êtes dans le coltard, euh, Duration Path Outcome, c'est-à-dire prenez un acte, que ce soit une lecture, que ce soit un acte moteur, que vous connaissez par cœur. Alors, pour toi, ça peut être la lecture d'une bande dessinée ou d'un manga, peu importe, etc. Il n'y aura pas quelque chose de nouveau, entre guillemets, pour le cerveau. C'est-à-dire, on a déjà lu un livre, on a déjà en plus lu cette histoire, il n'y aura pas d'effort, etc. C'est pas comme quand je parlais tout à l'heure de mon livre de physio où j'ouvre un nouveau chapitre et que ça me demandait vraiment de la réflexion. Là, Duration Path Outcome euh, est inconnu. Je ne sais pas combien de temps ça va me prendre. Je ne sais pas comment je vais intégrer l'information. Je ne sais pas quel résultat ça va me donner. Est-ce que je vais aimer ce que je vais lire ou est-ce que je ne vais pas du tout aimer. Donc là, c'est complètement inconnu. Ça, c'est important à avoir en tête. Et si je suis, encore une fois, dans un mode tête dans le derrière et je me réveille avec ça, là où la plasticité est au plus bas, c'est l'état de flow. En fait, c'est là où on est créatif. C'est cet état de demi-sommeil, en fait. Quand vous êtes dans le flow, quand tu vois, les sportifs ou même les joueurs de piano ou les artistes, etc., moi j'aime beaucoup le dessin, euh, se mettent à faire leur art, comme on dit, ils sont dans leur art, ils sont dans ce qu'ils aiment faire. Euh, Ils sont un petit peu dans un état de conscience autre. Ils ont plutôt de conscience du temps qui passe, de ce qui se passe ailleurs, etc. Ça, c'est le meilleur moment. La plasticité neuronale, là, elle est vraiment au niveau zéro. C'est-à-dire, on confond souvent les deux. C'est-à-dire, les gens pensent que la plasticité, c'est à rechercher et c'est à associer à cet état de zénitude et de bien-être dans ce qu'on aime faire, dans l'art, dans la musique ou dans le dessin. Non, pas du tout. C'est l'inverse exact. La plasticité, c'est justement quand ça va pas et que votre cerveau, il cherche une solution à Il un veut des nouveau problème. solutions, ouais. Mm. Là, le flow, c'est exactement sur quoi il faut tendre pour être créatif. La créativité, c'est pas une création ex nihilo. Hein. Quand on est créatif, euh, c'est uniquement qu'on crée quelque chose de nouveau à partir des briques qu'on a déjà, à partir des outils qui sont déjà en nous. On utilise voilà, ce qu'on a en nous, mais on fait juste un agencement qui est nouveau. Voilà. Euh, donc, c'est une stratégie qui est complètement différente. Et moi, c'est souvent le cas. Je vais être dans cet état-là de flow un petit peu, soit après le sport, où je me suis bien donné à fond, soit après manger. En milieu de journée, c'est vrai que je me réveille entre 5 et 6 heures, donc vers 13 heures, j'ai toujours un truc où voilà, je redescends un petit peu plus, pas forcément besoin de faire une sieste, mais j'ai un état d'activité qui est, en tout cas d'alerte, qui est vraiment diminué. Ben, c'est là où je vais dessiner. C'est là où je vais faire un truc, je sais pas, je vais lire un truc léger comme une bande dessinée ou un truc qui va pas me sortir de ma zone de confort, encore une fois, pour dire les choses simplement. Euh, c'est à ce moment-là qu'il faut choisir ça. Donc, c'est surtout pas maintenant qu'il se dire, ah, j'ai du temps libre, tiens, juste après manger, eh ben, je vais lire le truc que je dois Mm. apprendre pour le lendemain. Et encore une fois, pour faire le parallèle par rapport à notre vie moderne, généralement, les gens font l'inverse. C'est-à-dire, ils ont juste un temps de libre entre midi et deux. Ils disent, ah, ben là, je vais apprendre le truc compliqué que je veux faire demain pour moi, parce qu'après, je repars au boulot, donc j'aurai plus le temps. Donc, je vais le faire là. Et ils vont forcer le cerveau qui veut pas être dans ce mode-là à être vraiment dans un nouvel apprentissage, à un DPO qu'ils ne connaissent pas, etc. Et ça ne va pas marcher. Donc, il dit, putain, je comprends pas. Pierre, il arrive à retenir des trucs pour Verisme TV, alors que moi, j'essaie justement dans mon temps de libre d'apprendre des nouvelles choses et ça rentre pas. Ben ouais, mais c'est peut-être pour ça. C'est que le timing est pas bon, les gars. Et c'est ça, voilà. Une fois qu'on a compris la physio, ben, pour l'apprentissage aussi, on fait plus d'erreurs, quoi.
Après, être indépendant est un réel avantage par rapport à ça parce que moi, typiquement, je sens que j'ai un creux tout comme toi autour des 13 heures. Alors moi, je dessine pas, j'ai pas tes talents de dessinateur parce que tu dessines très bien, Pierre. Je me lance un peu, j'essaye un peu sur du dessiner un peu Link de Zelda en ce moment, mais c'est un peu cata. Mais je fais des siestes. Par contre, c'est inévitable chez moi. Je fais une sieste tous les jours, pas très longue, environ un quart d'heure maximum. Mais je sens que je décline niveau cognitif et je vois pas intérêt de commencer quelque chose. Parce que si je commence, ça sera à refaire et je vais galérer, je vais me fatiguer. Et en plus, ça va prolonger mon état justement de, pas de mal-être, mais de non-aisance, on va dire en quelque sorte. Alors que la sieste, des fois en 10 minutes, ça me requinque parfaitement et je rattaque tranquillement après la journée. Et généralement, je rattaque la journée avec un exercice cognitif. Ça Mm. peut être des jeux, on va dire, cérébrales sur mon téléphone, ou le fait de retenir un jeu de cartes complet de 52 cartes. Pour justement me re-stimuler à nouveau, et après, autour des 15 heures, je repasse plus sur la créativité, donc de l'écriture ou des formations ou autres. Donc Super. effectivement, je pense qu'il faut s'écouter et ne pas forcer les choses. Pendant très longtemps, j'ai forcé les choses, notamment le soir de mon côté, à Mhm. travailler jusqu'à minuit, 1 heure, en me Mhm. levant à 4h30 le matin pour aller faire mon sport avant le travail. Et j'ai pas mal trinqué par rapport à tout ça. Et depuis que je suis à mon compte, j'ai réellement pu me reconnecter par rapport à mon besoin, à ma physionomie, et ça fait du bien. Ouais, c'est exactement Pourquoi pas. ça, tu vois. On a fait les mêmes heures par le passé, parce que j'ai vécu au Japon longtemps et la vie au Japon était vraiment comme ça, où c'est le quotidien que tu viens de décrire, c'est-à-dire tu crames, tu brûles la chandelle par les deux bouts, Mm. tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bon, quand tu as 20 ans, c'est vrai que le cerveau Ouais. est sans doute beaucoup plus plastique et malléable que 40, sans doute, hein, tu vois. Encore que, hein, tout ça, je pense qu'on est bien loin de comprendre tous les potentiels humains qui sont encore à exploiter. Euh, mais en fait, ouais, une petite sieste, même d'un quart d'heure, et ce que tu découvriras dans l'intégration, hein, j'arrête pas de faire la pub pour ma Ah, formation, je suis désolé. C'est c'est le Non-Sleep Deep Rest, le NSDR. Et le NSDR, pour moi, c'est un game changer, hein. Ça m'a changé la vie parce que je fais pas facilement des siestes. C'est ouais. c'est vrai que j'ai un cerveau qui tourne quand même beaucoup et m'endormir comme ça au milieu de la journée, j'arrive peu. Euh, en fait, ce non-sleep deep rest, en anglais, ça veut dire donc un repos profond sans sommeil. Mm. C'est un scan du corps humain où tu es guidé par une voix, où la voix va simplement te dire ton index droit, majeur droit, auriculaire, oreille gauche, nez, etc. Et en fait, il faut que tu visualises et que tu répètes intérieurement les parties du corps qui sont énumérées. Et tu te balades comme ça dans ton corps et tu es guidé par la voix. En fait, on s'est rendu compte que c'est la seule manière, en dehors du sommeil, de faire un reset du striatum, c'est-à-dire la zone du cerveau qui produit la dopamine. Et voilà, c'est en dehors du sommeil. C'est la seule manière de faire ce reset-là. Et ce que tu fais, toi, dans ta sieste, le sommeil, c'est encore mieux, hein, je Mhm. pense. Ce que tu fais dans ta sieste, c'est exactement ça. Tu fais un reset et tu travailles, même si ça a été juste un quart d'heure, avec un striatum sur cette voie utilisant la dopamine, ben, renouvelée, remise à zéro. Et donc, tu peux repartir. Donc ça, voilà, c'est un NSDR, un Non-Sleep Deep Rest. Les gens qui écoutent ce podcast peuvent tout de suite en trouver un gratuit sur YouTube. S'ils n'ont pas le temps, s'ils bossent, si l'emploi du temps est très chargé, ça prend au maximum 15 à 20 minutes. Donc ça peut sauver une journée, c'est-à-dire vous avez 2 heures, allez, 1 heure et demie de break entre midi et deux, vous mangez, et puis après tout de suite vous faites ça. Et ça va vous permettre de repartir dans l'après-midi avec un cerveau, entre guillemets, neuf, un Mhm. état d'esprit qui est complètement différent. Et moi, c'est la sieste qui a été mon game changer parce que j'ai la faculté, effectivement, de dormir en claquant les doigts, moi. Ouais, C'est merveilleux. Je me pose, je dors. super. Après, ça a aussi ses inconvénients parce que le soir, tu me poses devant un truc, je dors. Du moment que je Hmm. suis inactif, je dors en fait. C'est simple. Mais si je reste actif, par contre, je ne dors pas. Bref, c'est un fonctionnement comme un autre, on va dire. Bon, si je te vois dormir là dans ce podcast, c'est que je raconte vraiment des trucs pas intéressants. C'est ça, c'est ça. Non, t'inquiète pas, pour l'instant, je suis éveillé. Malgré la nuit assez compliquée que j'ai eue, mais bon, je suis éveillé. Hmm. T'as combien de temps devant toi, Pierre, pour savoir si je peux rebondir sur les éléments, si on passe au sujet Ouais, suivant, vas-y, quelle est vas-y, l'impression? c'est 3h moins 10, vas-y, vas-y. Ok, il y a deux éléments sur lesquels j'aimerais rebondir par rapport à ce que tu as abordé. Le premier, c'est l'erreur, quand tu parles un peu du tennis et des rebonds. Et je pense que l'erreur n'est pas assez mise en évidence aujourd'hui, notamment en France. J'ai fait dire en Occident, mais aux États-Unis, c'est plutôt bien mis en évidence. Et peu de gens le savent, mais en fait, le cerveau a des modèles du monde qui sont préconçus. Et c'est uniquement par l'essai-erreur, donc en faisant des erreurs, qu'on confronte nos propres modèles du monde à la réalité des choses. Et c'est notamment pourquoi un enfant, quand il est bébé, tout petit, il jette sa cuillère, sa fourchette tout le temps par terre.
Parce qu'il va voir si la gravité ou non est un modèle qui est complètement constant ou inconstant. Si la cuillère en dehors de la table tombe ou reste en l'air. Et je pense malheureusement, on inhibe beaucoup ça aujourd'hui parce que l'erreur est très mal vue, alors que pourtant l'erreur permet d'avancer beaucoup plus que la réussite. Parce que quand on risque quelque chose, on n'intègre rien au final. On reste sur les mêmes principes, sur les mêmes volets, mais quand on fait des erreurs, on peut corriger parfois des petites choses, mais qui au final, mises bout à bout, peuvent donner vraiment des belles avancées. Qu'est-ce que tu en penses, Pierre, de ça, de ce Ouais, sujet-là qui est beaucoup abordé en neurosciences? bien sûr. L'erreur, le problème, c'est de l'associer à l'échec. L'erreur, ce Hmm. sera jamais un échec. C'est vraiment pas des synonymes, hein, tout ça. Malheureusement, c'est vrai que surtout en France, hein, on associe les deux. Euh, pour l'apprentissage, pour la pédagogie, on voit dans tout ce qui se fait. Bon, Céline Alvarez, avec son livre sur la pédagogie, a vraiment fait un travail Mhm. formidable. Mais tous les systèmes d'éducation à l'école, ou même mais voilà, regardez tous les systèmes d'éducation qui fonctionnent à Singapour ou ailleurs. Ce qui est important, c'est de laisser faire les erreurs à un organisme vivant, à fortiori un être humain, un petit être humain en développement, un enfant, qui fasse un maximum d'erreurs par unité de temps. Encore une fois, c'est très important. Parce que le cerveau, voilà, il va calibrer et il va garder. Les erreurs, ce sont des indications comme des panneaux indicateurs pour le cerveau, pour se dire, ça, il faut que je le garde, ça, il faut que je l'enlève. Et derrière, ce qui est important, qu'il va falloir bien gérer en termes de quantité et de qualité, c'est les corrections. Oui. Euh, c'est là où c'est vachement important. C'est que le prof, le professeur, le tuteur, le mentor, les parents, Le manager euh, également, l'entreprise. exactement, il faut qu'ils fournissent des bonnes corrections. La note, c'est terrible, parce que la note, il n'y a pas de correction. La note, c'est Hmm. un jugement de valeur. Donc, c'est la note, justement, qui fait passer de l'erreur à l'échec. Par contre, la correction, c'est-à-dire montrer ce qui ne va pas, pourquoi on s'est trompé, etc., c'est là où ça doit rentrer en compte. Alors, dans l'exercice moteur et l'apprentissage moteur, ça va vraiment dépendre si on prend un coach et son sportif, de niveau d'avancée du sportif. Si c'est très nouveau, comme apprentissage moteur, on va prendre un mouvement très complexe. Alors, si on fait de l'haltérophilie, moi je suis assez passionné par l'haltérophilie, mais il y a l'arraché, où Mhm. l'arraché c'est plus complexe. La barre est au sol et on doit l'amener au-dessus de sa tête. Donc, elle doit traverser tout le corps, finalement. Voilà, il faut que le corps est complètement plié en deux au début parce que la barre est au sol, donc il faut aller la ramasser au sol. Et puis après, le corps est complètement ouvert avec les bras tendus en haut. Donc, vous imaginez bien que toutes les articulations doivent bouger synchroniquement, enfin de manière synchrone. Euh, il y a plein de coordination, tout ça qui est mise en œuvre. Là, les corrections apportées par le coach, quand la personne est complètement débutante, il faut qu'elle soit le plus globale, c'est-à-dire il doit lui dire des choses comme imagine que tu sautes, imagine que tu veux envoyer quelque chose en l'air. On reste beaucoup dans la globalité, voire ne pas donner de correction du tout. Il donne une seule indication et puis il laisse faire la personne le maximum d'erreurs sans indication derrière. Parce que la moindre chose qu'il va pouvoir donner, ça va être un interventionnisme dans un système qui n'est pas encore mature d'apprentissage. Alors que une fois qu'on a les bases, petit à petit, on va pouvoir rentrer dans le détail et on va pouvoir dire l'orientation de l'angle de tes chevilles et de tes genoux, pense peut-être à ouvrir un petit peu plus, pense à l'ouverture de tes hanches, etc. Et ça, si vous dites ce genre de conseil-là très précis à un débutant, il va penser à ses hanches, il va oublier tout le reste, et le mouvement va être complètement caduque et pas du tout coordonné. Et c'est pareil pour tout, en fait. C'est pareil pour tout. Si on se focalise sur un détail en début d'apprentissage, que ce soit pour les mathématiques ou pour autre chose, on risque d'être dégoûté. Et je pense que moi, j'ai été dégoûté des maths parce que ça, quoi. Parce que on se focalisait sur des points très techniques et pas du tout concrets, en fait, au lieu de voir, quand on est débutant et enfant, la globalité. Et on le dit souvent, les maths, c'est génial, mais il faut que ça s'inscrive dans la réalité si tu veux. Les gens aiment ça. C'est pour ça que quand on est petit, on ne parle pas de division. On dit en combien de parts de gâteau je dois couper pour donner à la famille, etc. Et là, tu dis, ah ouais, je comprends, etc. Et plus on avance, Plus on plus rajoute on des oublie lettres les dans les détails. équations, des A, des B, des C. Voilà, et ça va trop vite, en Qu'est-ce qui fait, se passe? parce que en même temps, on a eu des cours d'histoire géo, et puis en même temps, on a eu des cours de français, et puis et là, hop, tu décroches. Tu dis, ben, ça m'intéresse plus parce que c'est plus concret, etc. Alors que vraiment, si on continue à donner à bonne dose, au bon moment, avec le bon timing et avec la bonne
globalité, pertinence du conseil, on va pouvoir guider la personne. Donc, voilà, encore une fois, ça rejoint tout ça. Les erreurs, c'est fait pour apprendre, vraiment. Et c'est pas du tout synonyme d'échec. Et je trouve que ton exemple de l'arraché est très intéressant parce qu'on peut rebondir sur notre sujet qui est la pratique délibérée. Parce que l'arraché, c'est composé de plusieurs mouvements, qui est un soulevé de terre quasiment au début, après aussi on a un épaulé jeté, etc. Et généralement, plus on avance de l'apprentissage, plus on aura tendance à décomposer les mouvements pour réellement perfectionner chaque partie du mouvement global et la suite on va tout intégrer pour justement faire un arraché qui est parfait. Et je pense que beaucoup de personnes également veulent corriger trop de choses à la fois aujourd'hui. Par exemple, sur un discours, sur une prise de parole, les gens veulent bien articuler, veulent prendre leur temps, veulent jouer sur les variations de la voix, etc., tout en même temps. Alors que si à l'inverse, elle se focalisait à 100% sur un seul élément pendant 3-4 conférences, par exemple les silences, elle pourrait réellement s'améliorer et avoir un feedback en se filmant, typiquement, pour se corriger par la suite et après implémenter autre chose une fois que la chose A est déjà intégrée. Et Exactement. Oui, tu voulais rebondir? non, et je Vas-y. trouve justement que ton exemple de l'arraché est très parlant parce que c'est plusieurs mouvements en un seul. Là où un développé Ouais. couché, par exemple, c'est un seul mouvement. Encore, on peut le décomposer aussi entre le haut, le bas, la phase négative, excentrique et j'en passe. Le placement Mm. du dos, si on peut aussi. C'est un peu moins parlant potentiellement, mais on peut également. Mais l'arraché, effectivement, est une succession de mouvements différentes qu'on peut travailler de façon isolée pour s'améliorer sur le geste global. Bien sûr. Le problème, c'est, enfin le problème, non pas du tout, c'est juste pour revenir à cette motricité-là et parler encore un petit peu de ça, il faut toujours se demander si c'est ce que les Américains appellent open loop ou closed loop. Hmm. Open loop, ça va être quelque chose qui, tu vas pouvoir répéter régulièrement, comment dire, c'est comme la marche, c'est comme courir à pied, c'est comme le vélo, c'est comme l'arracher, tu vois pas le résultat tout de suite. Toi, tu vois pas visuellement un résultat. C'est un mouvement que tu peux répéter. Répéter, répéter, répéter. La marche, par exemple. Courir. Voilà, tu pars courir, etc. Par contre, tu vois, les seules informations qui te viennent, c'est les informations de ton propre corps. Euh, mais tu peux faire beaucoup d'essais-erreurs. Enfin, comme l'arracher, tu peux faire un maximum de répétitions en très peu de temps. Mais les seules corrections qui vont venir, en tout cas, qui vont te dire si c'était bien ou pas bien, ça va être extérieur, ça va être ton coach, etc. Euh, Là où, à l'inverse, les closed loop, tu as par exemple le service au tennis, comme on voyait tout à l'heure. Est-ce que la balle a passé le filet ou Mhm. est-ce qu'elle est flotte? Tout de suite, tu vas le voir, tu vas voir le résultat. Et là aussi, tu peux faire un maximum d'essais-erreurs, etc. Là, c'est important de savoir euh, différencier les différents types de mouvements pour pouvoir placer les consignes, est-ce extérieures ou pas, pour pouvoir placer le maximum d'essais-erreurs, c'est-à-dire par unité de temps, encore une fois, et bien calibrer justement son apprentissage moteur. Donc, ouais, je te rejoins. En fait, il n'y a pas de trop, il n'y a pas de pas assez au niveau des conseils, au niveau de. Il y a uniquement une valeur, c'est la justesse. Il faut que ce soit juste, il faut que ce soit approprié. C'est, faut, voilà, si on reste toujours dans le monde quantitatif, on va vers toujours des guerres de chapelle où, par exemple, si on reprend l'haltérophilie et la musculation, ce sera toujours une méthode qui préconise la série unique versus une méthode qui dit non, 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 il ne faut pas faire de série unique, il faut faire 20 répétitions, 3 séries avec 5 minutes de temps de repos, et puis un autre qui va dire ah non, surtout pas. Il faut faire de la pliométrie, puis il faut varier les tempos, après il faut faire de l'isométrie, etc. Et tout le monde va te sortir des trucs. Toujours être dans le quantitatif. Alors que finalement, c'est toujours très qualitatif, c'est toujours de l'ordre du sensible, parce qu'on traite des corps humains, on traite des humains, on traite pas des machines à laver, quoi. Donc, c'est pas A plus A égale B, c'est toujours la somme des choses est toujours différente, enfin le total est toujours différent de la somme des parties, quoi. Et faut vraiment sortir de cette vision très fermée des choses, parce que sinon oui, c'est le monde des débats interminables sur Internet, peu importe le sujet d'ailleurs. Oui. Mais tu penses pas qu'il faut passer par ces domaines-là, par ces dogmes-là pour en sortir par la suite? Pour se faire son Euh, avis? Est-ce qu'il ne faut pas une ouais, base potentiellement? Parce que tu commençais par exemple, on va prendre la musculation, on en parle pas mal aujourd'hui, toi et moi. Commencer sans programme, sans rien, seul, généralement tu fonces dans un mur, tu vas te blesser. Ça hmm, arrive très souvent en tout cas. Quand tu es jeune, tu n'es pas connecté à ton corps réellement, tu sais pas ce que tu veux faire. Tu as l'ego lifting, le fameux qui te pousse à mettre trop lourd sur tes barres, chose que j'ai fait à nombreuses reprises. Et inévitablement, soit tu as de la chance et tu te blesses pas, soit tu es normal et tu te blesses. Alors que là où un programme peut potentiellement te cadrer, quitte à s'en extraire par la suite. hmm. Alors, je pense que quand tu as commencé la musculation, comme moi, où on a fait des bêtises, etc., on avait déjà un dogme collé sur nous. On n'était pas sans dogme. Ça n'existe pas sans Hmm. dogme. Toujours un dogme, toujours une croyance.
de ta famille, de tes amis, etc. Donc, je pense pas qu'on ait un recul sur un individu qui a été adogmatique, véritablement. Et Ido Portal le dit souvent, on a besoin des dogmes, on navigue. Le truc, c'est de s'en rendre compte et de le voir de l'extérieur, de faire un pas de recul. C'est comme ces émotions. Je pense que il y a beaucoup de gens qui pensent que les émotions il faut les catégoriser comme négatives parce que non, moi, je suis beaucoup plus dans la posture du stoïcien qui dit les émotions, elles sont là parce qu'elles ont un rôle. Le tout, c'est qu'elles ne gouvernent pas. La raison doit gouverner les émotions, Mhm. et pas l'inverse. Et on est vraiment dans un monde qui promeut, en tout cas, non, qui promeut pas, qui est gouverné par les émotions, clairement. Et qui en joue à des fins marketing aussi, notamment au niveau de la publicité et des médias, très clairement. Voilà, clairement. Donc, est-ce qu'il faut forcément passer par les dogmes? Je pense que de toute façon, on passe par tout un tas de dogmes. Le truc, c'est arriver à se rendre compte. Et ce qui nous manquait quand on était jeune, c'était la sagesse et la prise de recul par rapport à ça. On ne s'en rendait pas compte qu'on était dans un dogme. Parce que quand on était dans 25 dogmes différents, du matin au soir, où le matin pour s'habiller, c'était le dogme de quel groupe je fais partie au Oui, collège. l'appartenance sociale avec la sérotonine, Voilà. etc. Je vais être intégré, pas intégré. Et tu avais tes parents qui disaient, mais tu te rends compte que c'est des bêtises, tout ça. C'est pas important. Et pour toi, c'est très important. Si, c'est vachement important. Et tes parents disaient, mais tu comprendras dans 10 ans que c'est pas important. Et toi, tu peux pas comprendre à cet âge-là. Donc, on n'avait pas le recul. Maintenant qu'on a le recul, et c'est très important de se dire, bon, là, je suis dans un certain dogme parce que j'ai certaines croyances, mais il faut juste que j'en prenne conscience. Et si j'en ai conscience, ça va pas me gouverner. Je vais pouvoir déterminer ce qui marche, ce qui ne marche pas, et donc le moment opportun de lâcher le dogme, le moment opportun d'en profiter un maximum et d'en tirer vraiment ce qui est intéressant dedans, euh, et donc de naviguer comme ça. Et tant que tu es maître de ta barque, moi, ça me va très bien. Par contre, quand tu te fais mener par le bout du nez, par justement ces croyances-là qui souvent ne t'appartiennent même pas, c'est même pas toi qui les as trouvées, c'est quelqu'un qui te l'a collé dessus, c'est parce que tu n'avais pas pris tu n'avais pas pris la décision, la place était déjà prise. Euh, vos, vos prises de décision, elles sont limitées. Hein. Votre cerveau, il a un maximum de prises de décision. Je crois que c'est 7 par minute. Je sais plus. Hein. C'est limité tout ça. Si vous ne prenez pas les vôtres, d'autres personnes, bien ou mal intentionnées, peu importe, vont les prendre pour vous. Et une fois que la place est prise, la place est prise. Et tant qu'on n'en a pas pris conscience, c'est illusoire de vouloir mettre ses propres décisions en place. Donc voilà, la première phase, c'est la prise de conscience. Et c'est pour ça que, bon, je suis désolé, je parle encore de mes informations, mais c'est terrible. Hein, je me suis transformé en homme sandwich, mais c'est la phase de connexion, connexion avec soi-même. Tu vois, avant de penser à l'intégration, c'est ce que je viens de décrire. Tu peux pas intégrer si la place est déjà prise. Donc, se connecter à soi-même, puis intégration. Et une fois qu'on a intégré les nouvelles choses qui est vraiment en nous, on exprime sa force. Et une fois qu'on exprime sa force, on va pouvoir aller s'amuser du côté de notre antifragilité. Ce qui fait qu'on est capable de se renforcer par rapport aux événements hasardeux. Voilà, il faut que ça suive cette chronologie-là, alors qu'on essaie toujours de rentrer dans les étapes suivantes, force et intégration, justement, hein, avant de se connecter à soi-même et de voir comment on navigue actuellement là. Sachant que force et intégration, comme tu le dis, ça n'a pas qu'un rapport avec le sport. C'est plus Exactement. vraiment la création de connaissances, de muscles, effectivement, on est plus sur le catabolisme de façon générale, pour grandir en quelque sorte. Et tout à fait, tout à fait. On ne peut que donner à partir de son débordement. Donc, il faut que le débordement de son propre vase, ça soit rempli de nos croyances, de nos décisions, de ce qu'on a en nous, de ce qu'on a intégré. Ça, c'est important. Et pour savoir qu'est-ce qui est vraiment en nous, il faut déjà s'être connecté à ce qui est sacré pour nous, ce qui compte vraiment dans notre vie. Euh, son corps, son propre corps, connexion cerveau-muscle, ça c'est très concret, c'est dans le sport, etc. Mais c'est important d'avoir la conscience de son propre corps. C'est tout ça qui fait qu'après j'ai bah, je vais voir de quoi je vais remplir mon propre flacon. Une fois qu'il déborde, vraiment qu'il déborde d'énergie, de choses qui sont à moi, d'informations, j'exprime ma force. Ça ne peut, pour moi, ça ne peut que suivre ce cheminement-là. Mhm. Oui, on est sur une pyramide, il faut poser la base avant de monter dans les étages. Ouais. Tu parles de Nassim Nicolas Taleb, ce qui me permet d'introduire une notion assez intéressante, qui est celle de via negativa. Tout à l'heure, tu as parlé par rapport au sommeil, du fait que le sommeil, au début, commence à déconstruire les éléments avant de construire des éléments. Quand le cerveau déjà épure
les choses avant d'en ajouter des nouvelles. Et on est en plein dans la Via Negativa, développée par Taleb. Peux-tu nous en parler un peu? Et peut-être Oui. faire son lien avec aussi l'apprentissage, pourquoi pas? Pourquoi déjà Mm. pas enlever des choses futiles dans sa vie avant d'ajouter des choses compliquées? Exactement. Ouais, Taleb utilise ce concept de via negativa, donc la voie négative, Mm. euh, qui me dit que enlever une mauvaise chose apporte beaucoup plus de bénéfices que de rajouter une bonne chose. Entre guillemets, je mets des guillemets partout, là. Mauvaise et bonne. Euh, Ce qu'on pense être. Parce que si on analyse nos comportements modernes, on essaie toujours de rajouter quelque chose de nouveau. Mm. Toujours de rajouter un truc pour changer, pour aller mieux, pour aller être plus en forme, pour mieux dormir, pour tout, pour mieux digérer, etc. Et ben voilà. Par exemple, la digestion, pour moi, c'est le top du top pour exprimer ça. C'est-à-dire, les personnes disent ah, j'ai fait un gros repas, qu'est-ce que je peux prendre pour digérer? Mais surtout, ne prends rien. C'est-à-dire, ils vont te parler de jus de citron, ils vont te parler de vinaigre de cidre. Dire, là, tu viens de trop manger. Pourquoi tu veux rajouter encore un truc que ton corps va devoir digérer? C'est débile ton histoire. Euh, la meilleure chose, c'est de ne rien faire. Et donc, via negativa, c'est même dans nos habitudes, hein, on a beaucoup plus, on en tirera plus de bénéfices toujours à enlever quelque chose qui est négatif, une mauvaise habitude, peu importe, plutôt que de rajouter une habitude qu'on pense être bonne. Voilà. Donc, on le voit partout. Dans le cerveau aussi, il exprime extrêmement bien ça dans tous les processus en fait d'inhibition. Mhm. Il y a plein de processus d'inhibition partout. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui sont déjà là. Tous nos neurones, on dit souvent, tu sais, on n'utilise que 10% de notre cerveau. Mais c'est logique. Parce que imaginez une planète où il faut qu'il y ait, où chaque habitant, c'est un neurone. Ça, c'est votre cerveau. Si on voulait avoir une communication claire avec un alien, par exemple, on voudrait donner la parole à un seul humain ou à un groupe, allez, maximum de 10 humains. Mais on ne voudrait pas que tout le monde gueule en même temps pour parler à l'alien. C'est exactement ça le cerveau. Lui, il veut l'information, il faut qu'il tire une flèche qui est claire. Donc il faut qu'il y ait certains groupes de neurones qui s'allument en même temps, mais pas tout le monde. Donc c'est pour ça que ces 10%-là, ils sont très qualitatifs, mais il ne faut surtout pas qu'on rentre dans le monde de la quantité, encore une fois, à allumer tout le cerveau d'un coup, parce que ce ne sera pas productif, ce ne sera pas intéressant et pertinent, encore une fois, dans une stratégie de survie. Donc, il y a plein d'inhibitions partout. Et tu vois ça au niveau du système musculaire aussi. Tu as les organes tendineux de Golgi, ils sont là pour inhiber la force. C'est les plus gros, c'est les ennemis des haltérophiles, quoi. C'est eux qu'on essaie d'inhiber au maximum pour exprimer tout notre potentiel nerveux et musculaire. Ils sont là pour inhiber parce que préservation du muscle, préservation des tissus, dès que ça commence à s'étirer un petit peu trop, hop, ils allument une lumière rouge qui fait que le système nerveux va arrêter de contracter le muscle. Bon, mais c'est encore une inhibition. C'est-à-dire que pour faire sauter ces verrous-là, il faut les taper vraiment dans la survie, où voilà, un être cher risque de se faire écraser par une voiture. Eh ben, c'est là où le rush d'adrénaline va être tellement puissant que ces verrous vont sauter et tu vas courir sans doute le sprint le plus rapide de ta vie. Euh, Au-delà de ça, volontairement faire sauter ces verrous, c'est extrêmement dur. C'est pour ça qu'ils ont tous les sportifs de haut niveau, par la répétition, par le conditionnement mental, arrivent très loin dans ce sautage de verrou et voilà, de déblocage de certains potentiels. Mais quand tu regardes le corps partout après, hein, euh, idem pour les neurotransmetteurs ou d'autres choses dans la cellule, tu as plein de choses qui sont déjà séquestrées en fait, des trucs qui sont sous forme de potentiel et qui sont relâchés que quand il faut. Mais sinon, on les inhibe, on les laisse de côté pour pas qu'ils s'expriment. Les hormones aussi fonctionnent comme ça. Donc en fait, on n'est que des potentiels sur pattes, comme je viens de dire, qui cherchent à s'exprimer. Mais l'inhibition est extrêmement, extrêmement importante. Donc Taleb, il exprime de cette manière-là aussi en parlant du jeûne, en parlant de voilà, enlever des choses. Et on voit bien que le courant minimaliste, qui est grande presse en ce moment, le fait de faire beaucoup plus de choses avec moins, en fait, en tout cas d'enrichir sa vie en vidant finalement sa vie, et ben, est vraiment en vogue, quoi. Les gens se Mm. retrouvent. Donc voilà. Un gros levier d'inhibition du corps humain, c'est la respiration également, qui n'a rien à voir avec la performance bien évidemment, mais souvent les gens pensent qu'on meurt noyé, mais on meurt pas noyé, on meurt en respirant sous l'eau.
Parce qu'on ne peut pas retenir sa respiration indéfiniment. Le corps, au bout d'un moment, arrête. Il respire contre notre volonté, il se force à respirer. On ne peut pas se suicider en bloquant son nez, tout simplement. On va forcément respirer un moment ou l'autre. Donc oui, effectivement, le corps est plein d'inhibiteurs, on va dire, en quelque sorte. Pour la masse musculaire aussi, il me semble qu'il y en a un. Et souvent, des grands bodybuilders sont considérés comme étant justement des défaillances par rapport à l'inhibiteur en question. On pense notamment à Coleman, qui a une masse musculaire juste assez énorme, qui faisait 140 kilos sec, je crois, sur scène, ce qui est démentiel. Et je crois Ouais. effectivement que son succès et que sa masse musculaire était dû justement à une défaillance au niveau de son inhibiteur de masse musculaire. C'est à Mhm. vérifier, hein. J'ai plus les sources en tête, mais c'est à vérifier. Ouais. Mais les facteurs de croissance sont toujours, que ce soit l'IGF-1 ou l'hormone de croissance, etc., soumis aux inhibiteurs. Parce qu'on on veut pas avoir, par exemple, la croissance qui a lieu entre 12 et 16 ans, ou un peu plus tôt, un peu plus tard. Alors, ça ne s'éternise pas tout au long de la vie. Sinon, on va vers du gigantisme, on va vers des trucs Il y a eu le cas effectivement aberrants. avec l'homme le plus grand du monde qui n'a pas eu ce facteur-là et qui faisait 2m20, 2m40, je sais plus. Parce que Il y a eu Robert Wadlow à 2,72 m, mais il y en a eu plein 912, d'autres. 912, pardon, j'étais encore loin du compte. Et je crois qu'il grandissait encore dans son cercueil. Il n'y avait pas un truc comme ça où le mec n'arrêtait pas de grandir parce que le facteur était encore présent, quoi. J'ai Et on vu, sait. il y avait une statue de lui au Canada quand j'y étais avec ma compagne qui le représentait. Il est juste monstrueux, quoi. Oui, oui, tu es clairement pas. Déjà, je m'occupe d'une équipe de basket féminin. Je rencontre souvent des joueurs de basket pro. Quand tu es face à eux, même s'ils font avec 2,10 m ou quoi, c'est- t'as vraiment l'impression d'être face à des géants. Vraiment, tu te dis, mais on n'est pas de la même espèce, quoi, c'est pas Et puis en possible. plus, sauf faire de ma part, t'es pas petit, Pierre. Tu fais 1m80, je crois, non? Je fais 1,84 m. Donc oui, c'est vrai. 1m84, donc voilà. Donc en plus, t'es pas une personne qui fait 1m70, je veux dire. Mais quand tu regardes une personne en levant le menton et Ouais. tu vois ses mains, etc., tu dis, c'est incroyable, incroyable, impressionnant. Et donc là, oui, 2,72 m, j'avais vu une statue de lui aussi, je crois que c'était au musée de l'Homme à Madrid. Et tu te dis, mais c'est incroyable, c'est fou. Donc oui, on ne veut pas grandir tout le temps. Tu vois, les hormones de croissance, c'est très lié à justement à l'hormone du sommeil, la mélatonine, l'enfant, l'enfant, il a une mélatonine qui est beaucoup plus stable et pas par pulsation comme Mm. l'adulte. C'est très en lien avec les hormones sexuelles et les hormones de croissance. Et c'est pour ça que je recommanderais jamais aux adultes de prendre de la mélatonine parce qu'ils sont inhibiteurs, en fait. La mélatonine est inhibitrice des facteurs de croissance et des hormones anabolisantes comme les stéroïdes. Euh, on veut que la mélatonine se calme et s'éteigne au moment de la puberté pour qu'il y ait la croissance et la place des hormones stéroïdiennes et sexuelles, parce que sinon ça inhibe tout ça. Ils ont fait des tests avec les souris, les rats, tout ce que tu veux comme mammifères. Ils injectaient de la mélatonine et tout d'un coup leurs testicules devenaient ridicules, tu vois, Mhm. par l'injection de mélatonine à haute dose. Il y a vraiment on n'est pas des rats, on partage beaucoup de codes génétiques avec les souris et les rats, mais on n'est pas exactement pareil. Mais voilà, encore une fois, il y a des processus inhibiteurs d'une globalité qui est en nous qu'il ne faut surtout pas sous-estimer. Et puis le corps n'est pas fait pour recevoir de la mélatonine de façon non naturelle également. Bah, tout comme il n'est pas fait pour rester enfermé dans un bureau toute la journée, à vrai dire. Euh, pour poursuivre avec notre cher Taleb, dans la continuité un peu de la Via Negativa, peux-tu parler maintenant de la stratégie des haltères Ouais. appliquée à l'apprentissage? Parce que les deux, justement, Via Negativa et stratégie des haltères, sont un peu liés entre elles. Parce qu'on Mhm. peut dire que l'idée, ça serait de supprimer tout ce qu'il y a entre l'apprentissage pur et dur et le divertissement. Donc, C'est peux-tu en parler exactement un ça. peu et comment toi tu l'appliques au quotidien de ton côté? Bah ouais, mais tu sais, on a exploré finalement tout à l'heure quand on en parlait. Finalement, nous, on passe du matin, je vais parler que de moi, mais du matin où je fais un apprentissage très théorique, Hmm. voilà, parce que encore une fois, mon état d'esprit est bon le matin pour ça. Donc, je vais lire des choses qui sont assez complexes, etc. Dans des ouvrages de référence, c'est-à-dire pas des ouvrages qui ont été écrits par Joe le rigolo, un gars sur YouTube qui sort son premier bouquin, un perroquet qui fait une vidéo sur YouTube, par des gens de terrain qui ont été reconnus par les pairs. L'ouvrage, c'est la référence. Ça peut être un grand classique aussi, hein. Ça peut être Victor Hugo, des choses qui ont traversé les âges, et ça, c'est un autre effet qui s'appelle l'effet Lindy, dont parle Taleb aussi, Hmm. voilà, c'est Taleb qui a donné ce nom-là. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui a traversé le temps, qui est quand même l'épreuve ultime. Donc la pertinence est là. Tu te nourris de ça, et d'un coup, il faut que tu ailles voir l'exact opposé. C'est pour ça qu'il dit que
C'est comme des haltères, une barre olympique, hein, peu importe, où on a les poids sur les côtés. Il faut aller voir à 180 degrés de l'autre côté de l'haltère. Euh, la chose complètement légère, la bande dessinée, la lecture de fantasy, un truc qui te sort complètement et qui va travailler ton imaginaire, qui va travailler plein d'autres façons euh, de ton aspect cognitif. Voilà. Varier les deux, mais surtout ne pas se trouver dans le centre, dans le ventre mou de tout ça. C'est-à-dire, comme j'ai dit tout à l'heure, un bouquin pas du tout pertinent, écrit par quelqu'un qui n'est pas du tout pertinent, euh, de, euh, un journal, encore une fois, un torchon qui fait que couvrir la vie des célébrités, ou vous voyez ce que je veux dire, hein, la télé-réalité, ou ce genre de choses. La crétinerie ambiante, ça, il faut la fuir. Voilà. Et se placer vraiment dans la qualité des lectures, mais de la manière, de la stratégie des haltères, c'est-à-dire passer des grands classiques aux, justement, aux choses qui sont beaucoup plus légères, mais aussi qui sont dans leur genre des grands classiques, quoi. C'est-à-dire ce qui vous parle dans les belles BD, dans les trucs légers, etc., les séries télé qui sont qualitatives. Voilà. Donc, allez chercher ces informations-là, euh, là où elles sont pertinentes, finalement. C'est ça, en fait, la voie de l'apprentissage que nous décrit Taleb. Et du coup, toi, en termes de lecture simple et légère, tu nous conseilles Ouais, quoi? À part One Piece, bien évidemment, dont on a ouais, déjà parlé. tous les deux, on est passionnés de manga. On a grandi, je pense, la génération Club Dorothée et animation japonaise. Donc, c'est vrai que voilà, je suis allé là. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est heroic fantasy. Donc, j'ai aussi grandi. Et je pense qu'on tous les deux, on a été de la génération où tous les Noëls, on avait soit Harry Potter, soit Seigneur des Anneaux qui sortait au cinéma. Mhm. Ça, ce sont des univers complètement à part, extrêmement bien écrits, parce qu'il faut dire que Taleb, pardon, alors que lui, Tolkien, Taleb a tout fait aujourd'hui. c'est clair. Il écrit le Seigneur des Anneaux, il écrit Harry Potter. Tolkien, c'était un génie mais Ah, c'est incroyable. un Il y a linguiste de plusieurs. base, c'est un linguiste. Ouais, il a Ouais. inventé des langages. Ouais. Il y a un film qui a été fait sur lui que je recommande chaudement. Euh, bref, l'heroic fantasy, les bandes dessinées aussi beaucoup, les mangas, qui sont des chefs-d'œuvre, hein, vraiment des chefs-d'œuvre. Mais c'est vrai qui sont qu'on qualifie comme légers parce que de fiction, des œuvres de fiction. Dune, si on dit Dune, c'est un monument le truc, quoi. Ouais. Mais il y a des valeurs qui sont extrêmement fortes. Si vous lisez One Piece, vous allez voir les valeurs de la camaraderie, vous allez voir les valeurs, des valeurs très humaines aussi, dans une bande dessinée japonaise. Voilà. Donc, on peut chacun trouver ses choses, hein. Là, je me suis repris les Calvin et Hobbes. Tu vois, les Calvin et Mm. Hobbes, il y a tout dans Calvin et Hobbes. Calvin te dit des trucs sur l'école, il veut jamais aller à l'école, et c'est comme ça, et sur l'éducation. Enfin bref, c'est un enfant qui parle à son tigre en peluche, quoi. C'est fabuleux, fabuleux. Voilà. Et sachant qu'il ne faut pas avoir les stéréotypes en tête, comme quoi la bande dessinée et le manga sont destinés aux enfants ou sont uniquement D'accord. drôles et fun. Il y a des bandes dessinées qui sont très sérieuses. Des mangas également, typiquement, je prends Death Note, que tu dois connaître, je pense, Pierre, qui est très sérieux, qui parle quand même de mort, de domination du monde, de complot, de stratégie, d'intrigue policière et j'en passe. Et je pense que les gens ont beaucoup trop aujourd'hui l'a priori comme quoi la bande dessinée c'est pour les enfants parce qu'ils sont restés au Schtroumpf que eux-mêmes lisaient durant leur enfance. Et malheureusement, beaucoup de grands chefs-d'œuvre, de classiques ne sont pas lus à cause de ça. Typiquement, je pense à Camelot, qui est également en bande dessinée, qui est super en BD, quoi. Ah ouais, non, c'est évident, hein. Et tout ce qui est humoristique, voilà. Le problème, c'est de ne pas arriver à voir les différents niveaux de lecture, de ne pas Oui. faire ce recul Mm. dont on parlait tout à l'heure. Mais une fois que tu l'as fait, que tu es clair avec toi-même, une fois que ton identité est plus diluée dans la masse de l'information qui nous entoure, c'est-à-dire que tu es clair avec ce qui est à toi, qui tu es, tu peux voir des niveaux de lecture partout et être ému devant les Schtroumpfs. Tu peux être ému parce que tu vois vraiment les choses. Et on en parlait beaucoup avec Axel, un ami que je salue s'il écoute ce podcast, j'espère qu'il écoutera. Euh, voilà, on est fan comme toi d'Heroic Fantasy, de Seigneur des Anneaux, de Star Wars, etc. Et on se disait, mais euh, dans ce perso, on peut parler des heures d'un des personnages, Mm. pourquoi il fait ces choix-là, vis-à-vis de sa famille, et comment il s'engage, etc. Et voir à quel point c'est profond, et on peut rentrer dans des couches profondes,
Mais c'est vrai que la génération de nos parents, en particulier, hein, bon, je vais peut-être parler que pour moi, mais tu leur mets ça devant les yeux, ils vont pas du tout, ils vont dire, mais c'est débile ton Hmm. truc, il y a rien, voilà, c'est des clichés, c'est machin. Et peut-être parce que ils ont été biberonnés par un système très pyramidal de l'information, où les choses sérieuses sont dites à la télé par des vrais gens. Oui. Il faut que ce soit très concret, il faut que ce soit le journal de France 2, il faut que... Habillé en Et costume, etc., avec le biais exactement. de la À tenue. partir de là, voilà. À partir de là, ça requiert mon attention, c'est Hmm. important. Voilà. Le reste, ouais, c'est frivole. Et puis, c'est pas nous, c'est pas moi, c'est pas la société, etc. Voilà. La dilution vraiment des individus après-guerre, après la Seconde Guerre mondiale, dans ce néolibéralisme vraiment qui a été trop exacerbé, vraiment trop puissant, on a dilué les individus. Et on leur a enlevé ce qui est vraiment, ce qui en fait vraiment des individus, c'est-à-dire leur individualité, le fait qu'ils sont uniques, le fait qu'ils peuvent penser par eux-mêmes. Euh, voilà. Donc, bref, bref. Autre sujet. Avant de Ouais. passer à la partie alimentation, la dernière partie de ce podcast, je tiens à dire que pour moi, les maîtres en la matière du double niveau de discours, ça reste Pixar, qui présente réellement des films en fait qui s'adressent aux petits, aux moyens, aux adolescents et vraiment aux adultes, avec des discours qui sont juste magnifiques et très touchants quand on a l'âge de les comprendre réellement. Et là, je pense notamment au film Vice Versa, qui est juste merveilleux en fait en tout point. Ce film est juste culte pour moi et qui réellement a plusieurs niveaux de lecture. Un enfant pourrait y trouver son compte comme un adulte. Si jamais effectivement on a l'ouverture d'esprit de comprendre le message qu'il y a derrière. C'est pas uniquement une petite fille qui est en prise avec ses émotions, c'est beaucoup plus complexe que ça et c'est très bien transcrit. Et en plus, Pixar, lors de la création du film, a quand même fait appel à des neuroscientifiques pour réellement comprendre les émotions, le sommeil, l'intégration et j'en passe. C'est très bien expliqué dans le film. C'est vrai. Ça, j'ai Petite beaucoup aimé ça. digression. Ouais, ouais, il est top, ce dessin animé. En plus, il chante pas. Ah Et oui, quand même, et bah, Disney, toujours ma hantise, parce que là, bah, c'est parfois, la je fais partie Pixar de Disney, c'est encore différent. Donc, il y a des ah, Pixar où ils chantent. non, non, c'est moi qui abuse un petit Oui, peu, mais parce que Disney, c'est les pros effectivement. les longs métrages voilà, où ça chante un petit peu, c'est vrai que ça me fait sortir du truc, quoi. Ou les Miyazaki aussi. Les Miyazaki sont géniaux. Ah, mais Princesse Mononoke. Princesse là, on Mononoke touche qui a le bercé Graal. mon enfance. On touche le Graal. Tu peux pas tester. Il y a Oui, il faut les voir. Il y a une double lecture euh, qui est vraiment qui est géniale. Et en plus, ce qui est intéressant dans Princesse Mononoke, je te coupe la parole, désolé, c'est qu'il y a pas, c'est pas manichéen. Et réellement, il y a la nature d'un côté, le monde occidental de l'autre qui se développe, qui tue la nature, mais on voit les intérêts des deux. Et je trouve ça très intelligent en fait de montrer le pour et le contre de chaque, comment dire, système en quelque sorte, sans pour autant dire que les méchants c'est les industriels qui tuent les autres et les gentils c'est la nature à 100%. Non, il y a les deux dedans qui chacun ont leurs objectifs, leurs peines, leurs victoires, leurs violences et chacun veut défendre sa paroisse. que dire de plus? Miyazaki, c'est l'art. Tu sais, la poésie, je pense que la meilleure définition, c'est-à-dire que c'est l'art de la justesse. Mm. Euh, Miyazaki, c'est juste partout, 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 partout. Les personnages, les réactions émotionnelles, quand les cheveux se dressent et que les sourcils se lèvent des enfants. Euh, Personne n'a fait de l'animation. Personne fait de l'animation comme ça. Mais même il y a 20 ans, il y a des films de... Je regarde Nausicaa, euh, l'un des premiers, ou si ce n'est le premier. L'animation, bah, tout le monde, tout le monde, tout le monde, quoi. L'herbe, le vent, enfin, tu regardes, le vent se lève au moment du tremblement de terre. Mais c'est à tomber par terre, à tomber par terre. Personne fait des animations comme ça. C'est d'une poésie incroyable, d'une mélancolie folle. C'est hors norme pour moi, Miyazaki. Donc on peut vous conseiller Miyazaki avec grand C'est de la plaisir. nourriture, c'est de la bouffe. Ouais, et de la très bonne nourriture. De Il la faut très faire la très bonne. transition au sujet suivant. Ensuite, du coup, sujet suivant, effectivement, la nutrition. On va commencer par une question toute simple, Pierre. On dit souvent qu'il faut manger du poisson pour être intelligent et pour avoir une bonne mémoire. C'est une grosse idée reçue ou pas, on verra bien avec toi, véhiculée par nos grands-mères qui portent souvent des très bons conseils. Qu'en penses-tu en termes d'oméga 3 et j'en passe? Ouais, ouais, tu sais, c'est vrai que les nutriments présents dans les produits de la mer, c'est extrêmement important. Les oméga 3, c'est vrai que c'est cette classe d'acides gras. Aussi, hein, oui, dans le développement cognitif, c'est vrai qu'ils ont une importance vraiment toute particulière. Ça, c'est clair.
Alors, après, comment faire pour ne pas rentrer dans le dogme des quantités et de l'isolation de certains nutriments? C'est très complexe une fois qu'on a dit ça, parce que les gens vont tout de suite vouloir trouver sur Internet quel aliment en contient le plus et en consommer ad nauseam. Voilà, il faut surtout pas tomber dans ce piège-là. Encore une fois, tout est une histoire d'information. Comment le corps va recevoir l'information, la traiter et la rendre, et l'intégrer, etc. Donc, la différence entre un diététicien, un nutritionniste et un naturopathe, le diététicien, la diététique, c'est l'art de faire un régime, donc l'art de couper en fait la quantité d'aliments et de De faire une compter les restriction, calories en quelque sorte. voilà, restriction calorique. Le nutritionniste est un petit peu plus poussé. Lui, il va vous parler surtout du contenu de l'assiette. Donc, il va vous dire, dans cette assiette, il y a 30 grammes de protéines avec des glucides, etc., etc. Un peu plus pertinent. Moi, ce qui m'intéresse plutôt, c'est l'approche naturopathique qui va regarder, certes, le contenu de l'assiette, mais qui va surtout regarder la réaction du corps par rapport au contenu de l'assiette. C'est-à-dire comment réagit l'individu quand il mange. Donc, comment réagit son système digestif, ses niveaux d'énergie, est-ce qu'il est fatigué après, est-ce qu'il y a des ballonnements, est-ce que tout ça, la couleur de la peau, comment ça évolue, et aussi la narration interne. Voilà. Il y a certaines personnes, les oméga 3, tu vas en rajouter dans l'alimentation, ça va rien faire. D'autres, ils vont réagir très fortement à rien que le fait de prendre de l'huile de foie de morue 2 fois par jour. Donc, c'est très complexe parce qu'on parle quand même de cette machine incroyable, ouverte sur le monde et la plus complexe qui existe, qui est le corps humain. Donc, on ne peut pas s'amuser voilà, à aller dans des phrases aussi simples que manger du poisson, ça va améliorer votre mémoire. On comprend qu'il y a de la pertinence un petit peu quelque part, mais il ne faut vraiment pas qu'on simplifie les choses à ce point-là. Manger, c'est important. Des bonnes choses, c'est important. Mais après, il faut passer à autre chose. Parce que, comme le disait Patrice Franceschi dans L'éthique du samouraï moderne, à trop penser avec son estomac, on finit par se comporter comme des bœufs. C'est exactement ça qui est en train de se passer. Et du coup, si on reprend le concept de via negativa, est-ce qu'une personne qui retire ses 2 Big Mac par semaine ou ses 3 pizzas aura une meilleure mémoire qu'une personne qui, de base, n'en a pas dans son alimentation? Est-ce que retirer de la mauvaise nourriture, des fast-foods, des produits industriels, aura un impact sur le cerveau? Forcément, c'est le cas. Et donc sur la mémoire par la suite. Sans doute, sans doute. Qui suis-je pour répondre, hein? C'est sûr que j'ai pas fait de test, j'ai pas fait Oui. d'expérimentation. Je suppose que deux jumeaux, mais alors parfaitement identiques, qui vivent ensemble, qui font les mêmes choses tous les jours, etc. T'en as un, t'enlèves le fast-food, t'en as un autre, tu rajoutes vraiment des aliments de qualité brute, non transformés. Je pense, en toute sincérité, que le deuxième va avoir une meilleure mémoire sur le long terme. Oui, Voilà. sur le long terme, ce que j'allais dire. Pas spécialement à l'instant T, mais d'ici quelques années, effectivement, avec toutes les conséquences liées à l'inflammation notamment. Ouais. Effectivement, notamment au niveau du cerveau. Donc oui, effectivement, je pense qu'à long terme, ça peut jouer. Après, malheureusement, les gens aujourd'hui ne sont pas beaucoup dans le long terme, mais veulent des effets instantanés. Ça, c'est Alors, ce qui est bien, c'est que les bonnes sensations risquent d'être instantanées. c'est vrai. C'est-à-dire que arrêter le fast-food, etc., tout d'un coup, tu te sens plus léger, tu sens avec un meilleur moral. Ça, c'est instantané. Donc, ça pousse à continuer à persévérer dans cette voie-là. Ça, c'est bien. Mais c'est vrai que si on ne raisonne qu'en termes de résultats, et c'est toujours voilà, le problème actuel, c'est qu'on raisonne toujours en termes de résultats, pas en termes de ressenti, on risque d'être déçu parce que les résultats peut-être n'arriveront qu'au moyen ou au long cours. Mm. Et je dirais même, pour compléter tes propos, qu'on remarque réellement l'incidence, on va dire, quand on remange fast-food en fait. Quand tu arrêtes pendant un an et d'un coup tu en refais un, et là tu vois réellement les conséquences sur ton corps. C'est comme quand tu as une nouvelle voiture. Quand tu remontes dans ton ancienne voiture, d'un coup, tu vois réellement la différence par rapport à la nouvelle. Je trouve que le gap de passer de 1 à 2 est beaucoup moins violent que de 2 à 1. C'est sûr, c'est sûr, Donc, tu as ouais, raison. c'est assez marrant. Et du coup, tu as des aliments quand même en particulier. Effectivement, tu dis qu'on ne peut pas se limiter qu'aux aliments, mais est-ce que les sources d'oméga 3, les sources d'oméga 6, est-ce que, comment dire, les végétaux aussi, les vitamines, les minéraux, est-ce qu'il y a des choses particulières quand même à implémenter? Ne serait pas spécialement pour le cerveau, pour la mémoire, plus pour le corps humain de façon générale. Même pour la digestion, comme tu l'as dit parfaitement bien, parce que si on digère, on ne peut pas intégrer des choses, parce que le corps ne va pas se battre sur 2 fronts différents. Donc, qu'est-ce que tu peux donner comme conseil en termes alimentaires à des personnes qui nous suivent, juste pour être mieux au quotidien, tout simplement? Sans dogme, sans rien, juste les règles de base de Pierre Dufresne par rapport à l'alimentation. Alors, l'alimentation antifragile que je décris de Taleb, et qu'il exprime par l'effet Lindy, c'est ne consommer rien
qui n'était pas là il y a 1000 ans. Ou même qui était pas là il y a 200 ans, si vous voulez. C'est-à-dire, rien qui sort de sachet plastique. C'est simple, si c'était pas là il y a 200 ans, ne le mangez pas. Moi, je vais un petit peu plus loin, je dis, si ça ne sort pas de terre, si ça tombe pas d'un arbre, si ça ne vole pas et si ça ne court pas, ne le mangez pas. Et ne nage pas également. Ne négligeons pas les Voilà, poissons. qui ne neige pas également, ne le mangez pas. Donc, à partir de là, bon, ben, les choses vont aller très vite. C'est-à-dire les paquets de chips, non. Les trucs qui sont dans les sachets plastiques, non. Les trois quarts des trucs qui sont dans les supermarchés, non. Les fruits, les légumes, les poissons, les viandes, voilà, ce qui tombe d'un arbre, ce qui pousse du sol, etc. Là, il y a beaucoup plus de chances que ce soit intéressant, que ce soit pertinent. Donc, moi, dans mon alimentation, il y a ça. Voilà, c'est ce que je transmets dans les formations, c'est ce que je transmets dans mes stages, ou quand je fais des recettes de cuisine, c'est des aliments qu'on appelle bruts et non transformés, quoi. Ça, pour moi, c'est la base de la base de la base. Et rien que le fait de partir sur cette ligne directrice-là peut tout changer pour une personne. Mais absolument tout. La digestion, la perte de poids, le cognitif, le moral. Voilà. Après, si on va fouiller un peu plus dans les détails, mais fouiller dans les détails, ça vient que après. Hein. C'est parce que les gens, ils veulent toujours savoir combien il faut que je mange de protéines, quelles sont les protéines qui favorisent l'anabolisme, les acides aminés, c'est quoi? La tyrosine, est-ce qu'elle est meilleure que la phénylalanine? Les oméga 6, c'est plus inflammatoire que les oméga 3, alors je vais manger. Et on rentre dans les détails avant de s'intéresser à ça. Mais voilà, parce que sinon, j'ai toujours tu sais, en cabinet ou en coaching ou quoi, les gens ils disent toujours qu'ils font attention à leur bouffe. Ils viennent te voir, ils savent qu'ils viennent voir un naturopathe ou un préparateur physique. Ils disent ah oui, non, mais moi je fais attention. Hein. D'accord. On regarde, mais tu manges rien de naturel. Tout ce que tu manges sort de sachets plastiques. Il faut savoir qu'on mange, on avale l'équivalent d'une carte de crédit en plastique par semaine. Carte de c'est par crédit, c'est 10 semaine. grammes par semaine. 10 grammes de plastique par semaine. Parce que les nanoparticules, une nanoparticule, c'est à partir du moment où c'est plus petit qu'un grain de sésame. Okay, les nanoparticules, ça diffuse à travers le plastique. Donc, vous achetez une bouteille en plastique d'une eau plate, le plastique, il y a des nanoparticules de plastique dans l'eau. Si vous prenez un sachet plastique, une salade dans un sachet plastique, il y a des nanoparticules de plastique dans la salade. Mis bout à bout, ça fait que, au bout d'une semaine, vous avez ingéré l'équivalent de votre carte de crédit. Ça, ce sont des perturbateurs endocriniens. Donc, ça veut dire que ça perturbe vos hormones. Donc, comment voulez-vous être en bonne forme si vos hormones sont dans les chaussettes? Donc, ça ne peut pas marcher là. Dont l'hormone de croissance dont on a parlé ensemble. Hormone de croissance, mais la thyroïde, elle nourrit aussi tes neurones. Elle s'adresse à toutes les cellules du corps, les hormones thyroïennes, la T3, la T4. Donc ça joue aussi sur ton système nerveux, ça joue aussi sur son système digestif, ça joue sur absolument tout en fait. Donc, bref, passer par l'étape très logique de manger des choses qui sont uniquement naturelles, c'est simplement la base, la base, la base, la base. Après, oui, les oméga 6 et certains types d'oméga, je dis oméga, mais des acides gras en fait, hein, le gras, si vous voulez, les lipides. Est-ce que le gras, c'est la vie, Pierre? Le gras, c'est la vie, toujours. Hein. Toujours rendre hommage à Monseigneur Caradoc, quand même, Toujours. ce cher croustillant qui nous a qui est dans notre cœur éternellement. Alors, je préfère les petits pédestres, personnellement. Chacun sa team. C'est clair. Tu Bien parlais que des le gras, oméga, c'est la ouais. vie, et le gras, c'est très bon pour la santé. Apparemment, les oméga 3 ont beaucoup plus de vertus, mais force est de constater que les études scientifiques qui sont faites, elles sont là que depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc, généralement, le panel qui est fait, c'est sur une vingtaine de personnes. On ne sait pas quel âge, on sait pas, c'est pas très varié, etc. La bouffe qu'ils leur donnent, on ne sait pas d'où elle vient. Et à mon avis, quand on fait des études scientifiques, c'est pas du sauvage, c'est pas du local, c'est pas du bio, c'est la nourriture qui vient du supermarché. Donc finalement, ces études scientifiques-là, sur lesquelles on base toute notre réflexion, à mon avis, elles sont complètement biaisées. Moi, j'ai jamais lu une étude scientifique qui regardait uniquement la nourriture sauvage, c'est-à-dire on a pris 1000 personnes qui mangent la nourriture de leur potager. Et ces personnes-là n'utilisent pas d'intrants, etc. Les viandes et le poisson qu'elles mangent, c'est uniquement soit du sauvage, soit du bio et rien. Enfin, ces études-là, moi, j'en ai jamais vu.
Ça veut dire que les études qu'on a fait sur les oméga-6 qui sont catégorisées comme pro-inflammatoires parce que sécrétant certains types de prostaglandines, enfin, certains types d'hormones inflammatoires versus les oméga-3 qui seraient bons pour la santé, parce qu'anti-inflammatoires, etc., elles sont basées quand même sur des études dont la pertinence est vraiment à remettre en question. Donc là encore, je regarde toujours d'un œil assez voilà, suspect ce genre d'informations, mais euh, l'expérience nous montre que le régime méditerranéen, les choses qui sont régime crétois, qui sont variées, proches de la mer, riches en oméga 3, nous montrent apparemment que ce serait bon pour le corps. Voilà. Moi, par rapport aux gens que j'ai accompagnés jusqu'à maintenant, ça fait une dizaine d'années que je fais ce métier-là, c'est vrai que j'ai eu beaucoup plus de bons résultats à promouvoir un régime de type voilà, méditerranéen qui va être riche, avec beaucoup de produits de la mer, avec justement ces oméga 3-là. Bon, voilà, sincèrement, je ne vais pas aller plus loin que ça parce que pour moi, ce serait, je sais pas, ce serait baser mes propos sur des choses qui sont que je décris d'un autre côté, tu vois, quand je décris justement cette segmentation des informations, ségrégation même des informations, on dit c'est cette molécule-là qui est importante à mettre en avant, etc. Euh, je suis beaucoup plus sur la globalité et l'adaptation de la nourriture à la personne, à sa physiologie. On est plus sur le fait du coup de retirer le non naturel de nos assiettes, plutôt qu'entrer dans Ouais, un degré de détail qui potentiellement est inutile et qui va potentiellement effrayer les gens en plus. clairement. Clairement, alors que tu sais, le début de ma carrière, entre guillemets, de naturopathe, coach, préparateur physique, tout ça, je l'ai fait à l'inverse. Hein. J'étais le premier à dire il faut qu'il y ait ces acides aminés essentiels. Il faut qu'il y ait ces acides gras oméga 3 essentiels, tant de grammes par jour. Il faut que tu aies ça absolument dans ton alimentation pour que ceci soit là. Et plus j'ai avancé, plus je suis allé dans la globalité des choses. Ce qui ne veut pas dire que maintenant, quand je travaille avec des gens qui ont fait le cheminement de la globalité, qui sont vraiment dans les Mhm. détails, et le pire du pire, c'est les sportifs pros. J'accompagne des sportifs qui vont aller à Tokyo, hein, aux Jeux Olympiques. Certains, un judoka et un coureur à pied. Euh, Là, on est dans le détail. Là, je sais que je m'adresse à un public qui va pouvoir recevoir l'information. Et parce qu'il a fait le chemin jusqu'à maintenant. Voilà. Mais on revient typiquement à ta métaphore de l'arraché, où s'il n'y a pas les bases, en fait, on rentre pas dans le détail par la suite. Tout à fait. La boucle est bouclée. Ouais. Bah, c'est bon pour moi, t'as des questions, Pierre. Est-ce que tu as des choses que tu aimerais rajouter par rapport à cette thématique, par rapport à autre chose? Non, je pense on a donné pas mal d'infos, on a fait le tour de la plasticité, de l'apprentissage théorique moteur, cette globalité de l'alimentation finalement, et je pense que ça va plus soulever de la frustration chez les gens que de pas Non, avoir de justement, la réponse. frustration crée une action, on l'a vu ensemble. J'allais dire, Tout est orchestré depuis le début, Pierre. On a tout mené ensemble. je trouve pour votre plasticité, donc profitez-en. Là, maintenant, faites un gros bain froid pour figer toutes ces informations-là, et on est parti pour l'apprentissage. Nickel. Et on va conclure sur ça. Merci, Pierre, encore une fois, de ton temps, de l'heure Merci, et demie Jérémy. qu'on a passé ensemble. Ouais. Et puis au plaisir de se retrouver, je ne sais où, peut-être par mail, pour échanger sur un certain chapitre qui sortira vendredi, pardon, de cette semaine. Et j'ai hâte. Moi aussi. Passe une belle journée, Pierre. À plus. Merci beaucoup, Jérémy. À bientôt. Salut. Ciao. Et voilà, nous arrivons maintenant à la toute fin de cette série de podcasts. Alors j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé, et que cette thématique de l'apprentissage et de la connaissance et de la mémoire d'ailleurs vous aura intéressé également, et qu'elle vous aura, on va dire, éclairci et éclairé sur tout le chemin potentiel que vous pouvez parcourir pour optimiser votre performance professionnelle. Encore une fois, se cantonner aux dogmes du quotidien, à savoir la productivité, à savoir la communication, à savoir le management, c'est bien. Mais quand on n'a pas les bases pour acquérir ces compétences, pour acquérir ces connaissances-là, vous allez perdre tout simplement votre temps à chercher à développer vos compétences de management ou de communication. Commencez par la base, commencez par l'apprentissage, commencez par la mémoire et développer ces compétences autres vous sera par la suite beaucoup plus facile. Allez, je l'ai déjà beaucoup dit, maintenant je vous laisse tranquillement et je vous dis à très vite. Ciao.